Ok, parfait. Donc je reprends. Bienvenue dans notre workshop autour des technologies Nutanix, Dell et IQ. Euh, Ravi de vous accueillir cet après-midi. L'idée aujourd'hui, bien sûr, c'est de vous partager euh, les différentes technologies, comment on peut apporter une réponse aujourd'hui aux différentes problématiques qu'on peut rencontrer. Aujourd'hui, je présente les différentes personnes qui vont animer ce webinaire. Donc, euh, Christophe, qui est mon binôme sur la partie France, pour vous accompagner sur toute la partie technique. Et je vais laisser la main justement à Abdel Regagui, qui nous a rejoint pour parler des équipes Dell et pourquoi Dell est présent à notre webinaire aujourd'hui dans ce workshop. Abdel, je te laisse la main. Merci Xavier, merci pour cette introduction. Oui, donc je m'appelle Abdel Regragui, je représente la société Dell Technologies. Je suis responsable EMEA des solutions de data protection au niveau cyber, cloud et intelligence artificielle. Et aujourd'hui, merci de cette invitation car récemment, Dell et Aiku ont signé un accord de partenariat. C'est un accord pour nous très important car il nous permet aujourd'hui de répondre à des besoins clients. Aujourd'hui, la session va principalement se focaliser sur le support de Nutanix, qui est un environnement qui est en pleine croissance, car nous protégeons tous les environnements clients, que ce soit du VMware, du Nutanix et autres. Mais il est vrai que sur notre offre, pour le moment, nous n'avions pas cette couverture et Aiku nous permet vraiment d'apporter une solution entreprise apportant toutes les fonctionnalités nécessaires et la stabilité nécessaire et la performance pour répondre à ses besoins. Donc ça, c'est l'objectif d'aujourd'hui, mais dans le portefeuille des workloads proposés par Aiku, on a d'autres workloads qui m'intéressent, ceux il y a des SaaS et des PaaS qui sont très intéressants, sur lesquels je pense qu'on aura d'autres sessions pour lesquelles on pourra débattre et présenter. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions relatives à ce partenariat. C'est quelque chose qu'on va lancer de manière très active. Notre année fiscale se termine la semaine prochaine et on commence une nouvelle année en misant sur ce partenariat pour dynamiser nos campagnes commerciales. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat. Merci Xavier. Merci Abdel. Ça tombe très bien, tu parlais de fin de fiscale. On termine aussi dans 10 jours et donc effectivement, on aura à cœur de partager cette nouvelle année en commun à partir du 1er février. Alors, pour rappel, pour ceux qui connaissent un petit peu moins IQ, IQ, on est une boîte américaine, on est basé à Boston. On a la particularité d'avoir notre centre de développement et d'ingénierie, soit 80% de nos équipes qui se situent en Europe, en Slovénie, pour être plus précis. Et le métier effectivement d'IQ, c'est de sortir du logiciel, c'est un logiciel de sauvegarde. Ça, c'est le premier point. Le rendre simple et facile à utiliser et surtout conserver un Net Promoter Score très élevé, plus de 90, pour permettre de vous assurer une qualité produit. Donc, on est détenu par des fonds d'investissement financiers ou technologiques qui travaillent avec nous maintenant depuis quelques années. Dans l'approche aujourd'hui IQ, ce qui est intéressant, c'est que ça, avec Christophe, ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on a démarré la région francophone. Ce qui est intéressant à voir, c'est la reconnaissance en fait qu'on va avoir de nos différents clients, mais aussi analystes, qui aujourd'hui font et nomment IQ comme étant un acteur important du monde de la sauvegarde. Alors c'est important parce que ça correspond complètement à l'approche d'IQ sur son côté visionnaire. Et c'est pour ça, une de ces raisons-là qu'on est reconnu depuis maintenant 3 ans sur le Gartner, mais surtout pour apporter je dirais une réponse sur le marché par rapport à nos différentes solutions. Donc, effectivement, pour ceux qui nous connaissent depuis l'histoire du début, nos solutions sont nées autour des environnements, de la sauvegarde des environnements Nutanix. Mais je rappelle également que derrière, et c'est aussi ce côté visionnaire, on était la première solution pour sauvegarder les environnements Google, pour permettre justement de protéger les buckets, les Kubernetes, les VM, les environnements après un move to cloud, en fait, complètement dans GCP. C'est quelque chose qui a eu un grand succès, qu'on a étendu à la partie Azure, AWS, qui permet aujourd'hui d'avoir une vraie réponse multi-cloud, pour permettre aux clients de pouvoir migrer, utiliser des repositories de l'un vers l'autre. On a ouvert également notre début de notre premier partenariat avec Dell
pour la couverture en fait et la sauvegarde de leur Dell PowerScale. C'était une des premières étapes qu'on a fait avec eux et ça correspondait bien à couvrir en fait des nouveaux environnements on-premise et pour être capable de répondre réellement aux besoins qu'on peut rencontrer chez les clients. Puis enfin, le dernière approche est l'approche effectivement SaaS avec la couverture des outils collaboratifs. 365 Google Workspace, mais également avec un constat de se dire qu'aujourd'hui et depuis 2 ans, le lancement en fait de comment nous allons être amenés à protéger les 20 000 applications SaaS qui existent sur le marché. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui est fort. Et aujourd'hui, comment on peut répondre à ça? Donc l'approche d'IQ par rapport à ça, c'est de se dire, OK, on va créer une plateforme de développement pour créer une plateforme multisas pour répondre à un premier point. Le premier point, c'est que plus des 3 quarts des données ne sont pas protégées. Alors quand on dit ça, on peut se poser la question, hein, pourquoi elles ne sont pas protégées? Elles ne sont pas protégées parce que je dirais que les technologies de l'information ont évolué depuis ces dernières années. On est passé d'un système on-premise il y a 20 ans à un système où on a intégré au fur et à mesure des différentes années les environnements SaaS au sein de nos environnements. Alors aujourd'hui, ça paraît rien, mais en moyenne, c'est aujourd'hui plus de 200 applications qui sont constatées dans les entreprises, aussi bien dans les études américaines que dans les études européennes. Donc, ça veut dire qu'on en a tous de plus en plus des applications SaaS, qu'à chaque fois qu'un nouveau métier décide de lancer une nouvelle application, souvent, eh ben, alors, par volonté ou parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont trouver une application SaaS. Ça, c'est ce qu'on va rencontrer. Et enfin, le deuxième point qu'on se pose comme question, c'est comment sont protégées ces applications. Donc, quand on interroge les différents clients qui utilisent ces applications SaaS, ce qu'on peut constater, c'est que tout le monde suppose que c'est protégé par le vendeur. Alors qu'à l'inverse, quand on s'intéresse à la partie on-premise, on est d'accord que c'est bien l'entreprise qui assure la protection de ses données. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on demande justement aux éditeurs de SaaS si ça fait partie de leur programme, bah, eux nous répondent de la même façon, vos données, c'est votre responsabilité, ça fait partie de notre share responsibility model. C'est à vous de protéger vos données de vos backups. Alors, on me pose souvent la question de dire, ouais, mais je ne comprends pas, en fait, mon application SaaS, elle est bien protégée. Mes données, si demain le système de mon application SaaS tombe, s'il redémarre, je retrouve bien mon environnement. Oui, c'est vrai. Par contre, si je supprime malencontreusement une donnée, à ce moment-là, elle est perdue. Et là, ce n'est pas l'outil SaaS qui va pouvoir vous redonner la donnée. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, par rapport à cette raison-là, on a créé la plateforme AirCloud. Alors, AirCloud, c'est quoi? C'est un peu comme un Apple Store, mais c'est la capacité de créer des plugins pour les différentes applications SaaS du marché. Donc, on a créé en fait des solutions sur mesure pour être capable d'apporter de la sauvegarde et de la et de la restauration granulaire pour les différentes applications SaaS. Après, derrière, c'est un outil complètement certifié. Le principe restant assez simple, hein, chacun vient avec ses différentes technologies, ses mots-clés. Je dois restaurer des tickets, je dois restaurer des fichiers, je dois restaurer des opportunités, je dois restaurer des espaces, des configurations. IQ apporte la solution technologique, s'interconnecte au niveau API et à la sortie, crée un produit clé en main par rapport à l'application. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'IQ couvre plus de 80 ou maintenant 90 applications. Alors, c'est intéressant, c'est qu'on va bien voir le développement d'IQ et l'accélération. On voit bien la partie cloud infrastructure data center, on voit les services qu'on retrouve de plus en plus dans le service public, dans le cloud public, et enfin les applications SaaS qui ne font qu'augmenter euh, et fait faire qu'aujourd'hui IQ est vraiment un leader sur la sauvegarde de ces applications SaaS. Donc voilà l'orientation d'IQ. Si on s'intéresse aujourd'hui au workshop sur la partie AirCloud pour la partie on-premise, le premier point, c'est pourquoi l'alignement avec Nutanix? Il est naturel, il est à la création. Comme je le disais tout à l'heure, on a décidé de sauvegarder HV quand personne ne voulait le faire, mais surtout, on a su s'aligner tout au cours des années à intégrer les nouvelles fonctionnalités de Nutanix et être capable de les sauvegarder régulièrement. Alors c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on rencontre un client qui a investi sur une infrastructure Nutanix, va se poser la question, OK, j'ai démarré en HV, j'ai démarré sur un environnement, mais demain, je suis intéressé pour sauvegarder mon files, je suis intéressé pour sauvegarder ma nouvelle fonctionnalité NDB, etc., etc. Et bien, IQ est la seule solution qui va répondre à ce besoin-là, mais tout en gardant toujours la même simplicité. Pourquoi la simplicité? Parce que globalement, les infrastructures traditionnelles de sauvegarde demandent des agents, des proxys, demandent souvent de la complexité pour être capable de manager ces différents environnements.
Et aujourd'hui, je pense que l'outil de sauvegarde doit plutôt être invisible pour l'entreprise qu'être une charge. Ça, c'est mon point de vue. Par rapport à ça, l'approche d'IQ va être différente en fait. L'approche d'IQ, c'est de fournir une solution sans agent, qui est juste une VM, qui va s'installer dans un environnement HV, qui va permettre en fait de déterminer, grâce à un protocole NFS SMBS3, la capacité de définir sa target. Et enfin, derrière, on va faire de l'automatisation par rapport à la rétention et toute la politique de sauvegarde qu'on veut mettre dans la société. Donc globalement, c'est simple et facile à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, ça va être ça la richesse d'IQ. Et ça s'interface complètement à sauvegarder les environnements Nutanix. Et ça, c'est un point qui est très important, c'est que globalement, ça va couvrir l'ensemble des fonctionnalités de Nutanix et répondre effectivement au fur et à mesure que l'entreprise va évoluer avec sa solution Nutanix, à avoir toujours une solution de sauvegarde qui va aller au même rythme pour protéger ces différents environnements. Donc ça, c'est l'approche d'IQ, s'accompagner complètement dans l'environnement Nutanix. Donc ça, on va se retrouver dans des fonctionnalités propres, hein. On peut parler des sites robots qu'on va intégrer complètement en natif par rapport au fait qu'on s'appuie sur la réplication de Nutanix. On va être capable de s'intéresser à la capacité de pouvoir gérer des sites distants, c'est-à-dire toute la partie ce qu'on appelle NC2, c'est-à-dire la capacité d'avoir un site distant chez un service cloud, par exemple. Euh, on va être capable de la même façon de couvrir tout ce qui est environnement NDB, ce qui est la nouvelle fonctionnalité de Nutanix. Tout ça est toujours intégré dans des mêmes fonctionnalités. Et puis enfin, on va se poser la question de où est-ce que je mets ma donnée et comment je la protège. Quand on parle de protéger les ransomware, l'approche d'IQ aujourd'hui a été de dire qu'on doit s'appuyer sur les technologies. Les technologies, ça va être les technologies S3 pour gérer le worm, ça va être s'appuyer sur les technologies worm et d'immutabilité de data domain, par exemple, pour complètement s'intégrer dedans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec IQ, on va complètement apporter une approche complète pour sauvegarder ces données en respectant l'immutabilité et la partie worm pour traiter justement et éviter la partie ransomware. Donc ça, c'est un sujet assez fort pour nous qui nous permet vraiment de répondre à cette partie-là. Euh, donc globalement, quand on regarde bien, on voit bien qu'on a une couverture assez complète autour des environnements Nutanix, ce qui permet de couvrir l'ensemble des points. Et quand on va voir dans le positionnement, en termes de montant en puissance, on voit bien que globalement, IQ, ça va être facile à déployer, c'est simple à mettre en œuvre, c'est facile d'augmenter en fait, de la même façon qu'il y a une scalabilité au niveau des, je dirais, des environnements à sauvegarder, IQ va s'intégrer complètement simplement à la solution. Donc, d'où l'image d'être un passager de véhicule, d'être un passager des environnements que vous avez choisis et de s'intégrer complètement par rapport à cette partie-là. Il y a 6 mois à peu près, il y a eu deux choses qui se sont passées sur le marché, hein. Il y a eu le retour, et même s'il n'était pas complètement, il n'y avait pas complètement disparu, de l'annonce du rapprochement de nouveau de Dell et de Nutanix, hein, pour remettre en avant de XCC Series et redéployer des environnements main dans la main entre Dell et Nuta. Mais également, le deuxième sujet, effectivement, c'est la capacité de la prise en charge en natif de DD Boost. Oh, j'ai été un peu trop rapide. Côté data domain pour IQ. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que hier, IQ savait écrire sur un data domain, mais en mode NFS. Ça veut dire qu'on n'utilisait pas la performance et toute la richesse d'un data domain. Ça veut dire qu'on écrivait dessus. Voilà. Mais c'était dommage, parce qu'en fait, on n'utilisait pas toutes les capacités de cette solution-là. Exact. Aujourd'hui, Si je peux me permettre, tu je soulignes t'en un point prie, très je t'en prie, avec important grand plaisir. parce qu'aujourd'hui, Data Domain, pour ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, c'est important, on détient 80% du marché du stockage de sauvegarde avec Data Domain. Et la raison pour laquelle vous avez intégré, qu'on a signé cet accord, c'est parce que exactement l'élément important, c'est ce DD Boost. Donc c'est un protocole propriétaire qui a pour but non pas juste que de sécuriser, qui est un élément très important aujourd'hui avec la résilience, mais surtout, vous allez avoir la capacité de dédupliquer, c'est-à-dire de faire des économies. Les données qui sont prises en charge par Aiku, qui seront écrites sur notre appliance, permettront de faire de la déduplication du 50 pour 1, qui fait une économie substantielle sur vos coûts de protection des données. Et ça, c'est un élément très important. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est leader là-dessus. Et cette intégration qu'Aiku a pu faire et qui continue d'améliorer, parce qu'on a d'autres améliorations qui vont arriver cette année,
vont permettre d'avoir une bonne adéquation entre un logiciel qui est facile à déployer, qui couvre des workloads récents, dynamiques et cloud, tout en utilisant la puissance d'infrastructure qui est déjà acquise par une bonne partie des clients et qui peut intéresser de nouveaux clients. Donc ça, c'est un élément très important, c'est la déduplication, la compression, le chiffrage. Ces éléments sont tous inclus dans ce qu'on appelle le DD Boost, qui permet de pouvoir sauvegarder des grands volumes de données et de pouvoir transférer que quelques blocs qui ont été modifiés entre le backup de la veille et du lendemain, et d'avoir une performance inégalée sur les transmissions réseau, sur du edge, cloud, pour aussi limiter aussi tout ce qui est déplacement des données avec les différents service providers. Donc ça, c'est un élément très important que tu soulignes, et je me suis permis un peu d'assister. Je te Ouais, redonne la j'en main. profite, ouais, j'en profite pour te poser une question et tu vas pouvoir me confirmer, mais je crois qu'également, on va pouvoir apporter tout ce qui est cybersécurité. Alors ça, c'est Donc, tout à fait. Comme je disais, on avait une attente importante déjà sur cette intégration des boosts qui ouvre un écosystème très important. Et entre autres, nous sommes leaders sur ce qu'on appelle la cyber-résilience, donc la capacité de garantir aux clients de repartir après une cyberattaque en protégeant toutes les données critiques dans cette appliance avec les données d'IQ et une analyse unique qui n'est pas un scan classique d'un antivirus, mais une analyse machine learning qui nous permet de bien comprendre comment les données sont stockées, de vérifier comment elles sont, de vous informer s'il y a un problème d'intégrité ou un comportement anormal de la donnée en mode froid, c'est-à-dire qu'on ne restaure pas, on sait dans le format de stockage. Il est prévu en 2025 d'avoir cette lecture supportée par IQ. La date sera, je pense, dans les prochains 6 mois, mais ça permettra d'avoir une plénitude de la couverture des capacités de Dell Technologies avec l'intégration IQ. ouais, je rajouterai un petit point là-dessus. Merci beaucoup, Abdel. Donc, effectivement, sur cette partie Cyber Recovery et CRS, donc aujourd'hui, on a des clients qui ont déjà, dans les 6 derniers mois, implémenté de l'IQ avec du data domain, qu'on fait des plans de reprise d'activité avec de l'IQ, du data domain, du Cyber Recovery Service, donc c'est-à-dire une appliance sur un site isolé qui poule la donnée à répliquer. Donc cette appliance, entre guillemets, n'est pas exposée. Et ça, on a fait les tests de PRA, tout ça, ça s'est passé très bien. Donc on a déjà ce premier niveau d'intégration, comme disait Abdel. Le deuxième niveau qui arrive, c'est la partie scan. Là où on sera capable de vous dire est-ce qu'on estime que la donnée, entre guillemets, est malade ou pas. Mais on avance très bien. À chaque nouvelle version d'IQ, hein, il y a des nouvelles fonctionnalités par rapport à Dadomain qui va. Nos deux équipes de développement travaillent très bien ensemble pour faire que ça accélère. Et les premiers résultats des clients sont très positifs. On a des clients qui faisaient de l'IQ Data Domain depuis assez longtemps, mais en mode NFS. Et ils sont tous très contents, aussi bien des performances que du performance à lecture-écriture, que du taux de performance à la déduplication depuis le changement de protocole. Nous, on a contacté nos clients, on leur a dit il faut changer de protocole, passer de NFS à BoostFS. On a accompagné nos clients dans cette démarche et ça s'est très bien passé. Merci. Donc ça, c'est vraiment effectivement, c'est un gros sujet pour nous important, mais ce qui permet de vraiment compléter l'offre aujourd'hui, hein. Donc on voit bien aujourd'hui cet interfaçage d'IQ et Dell par rapport à le fait justement de pouvoir sauvegarder les environnements Dell dans d'un repository d'elle et IQ s'interfacer au milieu, et tout en étant capable justement de sauvegarder aussi les autres environnements, les environnements issus du monde du cloud public et les environnements issus du monde SaaS. Donc il y a une vraie richesse, je pense, qui est apportée là-dessus. Et aujourd'hui, ça va être intéressant de prendre le temps de pouvoir échanger ensemble, de venir nous interroger, de voir ces différentes nouveautés. Je pense qu'il y a vraiment des grosses accélérations sur 2025. Donc aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer justement à regarder, télécharger les fiches techniques qu'on a mis en œuvre, hein, autour de ces nouvelles solutions qu'on travaille main dans la main. Et puis bien sûr, je vais laisser la main maintenant à notre expert, hein, qui est Christophe, bien sûr, pour passer à la partie démo. Et puis n'hésitez pas à poser des questions en même temps dans le chat et on répondra bien sûr à la suite de la démonstration de Christophe. Merci Xavier. Je te laisse la main, Christophe. Partagez mon écran et ça devrait être bon. Voilà. Alors, IQ pour C'est bon. les environnements on-premise / Enterprise Cloud.
Donc très simplement, hein, IQ, pour ceux qui ne le savent pas déjà, parce que je vois qu'on a des nouveaux dans la salle aujourd'hui, IQ, c'est une appliance virtuelle que vous allez déployer sur votre infrastructure Nutanix, votre infrastructure VMware ou votre infrastructure Azure Stack. Donc aujourd'hui, en termes de plateformes virtualisées, nous supportons 3 plateformes. VMware, on le supporte en mode standard ou en mode VxRail, Nutanix en mode Nutanix AHV ou Nutanix ESX, très simplement. Donc, vous déployez votre instance, vous avez juste à mettre une adresse IP et après quelques minutes, vous avez accès à l'interface web d'IQ. D'un point de vue sécurité, vous allez pouvoir vous authentifier avec un compte local ou plus tard configurer des accès avec des authentifications un peu plus fortes, type Microsoft, Okta, OpenID, du LDAP, c'est vous qui choisissez. Moi, typiquement, je me connecte avec du Microsoft. Une fois qu'on arrive sur l'interface web d'IQ, ce qu'il faut voir, c'est cette simplicité. Simplicité à avoir un dashboard qui va vous dire quel est votre niveau de protection globale sur vos machines virtuelles. Je vois que 94% de mes machines sont protégées. J'ai oublié d'en protéger 3. C'est normal, c'est pas normal. On va l'analyser ensemble. J'ai un niveau de compliance à 98%. Ça, c'est le respect de mes SLA. Et ensuite, l'état de la consommation de mes stockages, de mes applications, de mes politiques. Comment est-ce qu'on en arrive là? C'est assez simple. On va très simplement, côté IQ, aller ajouter des sources. Une source, ça va être un cluster Nutanix AHV, Nutanix ESX, VMware ou en Azure Stack. On va également, à cet endroit-là, pouvoir ajouter du stockage Nutanix ou du stockage Dell PowerScale si vous en avez chez vous. Donc, si vous avez un gros NAS à sauvegarder, ça a été, comme Xavier l'a dit, un gros partenariat qu'on a avec Nutanix, mais également avec Dell, où ils nous ont ouvert leurs API de Change File Tracking. Et aujourd'hui, on est capable de backuper un NAS sans avoir besoin de scanner le NAS entre chaque backup. Donc, ça nous donne tout de suite une performance beaucoup plus intéressante. Ça nous donne surtout la capacité d'avoir des RPO faibles. On a des clients qui ont des NAS qui sont à plusieurs centaines de terabytes, voire pétabytes, et on est capable de les backuper 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour sans aucun problème, parce qu'on n'a pas ce temps de scan intermédiaire. Une fois que vous avez ajouté vos sources, vous allez ajouter vos targets. Donc les targets, c'est très important, c'est ici qu'on stocke nos backups. C'est entre guillemets votre dernier bastion pour protéger vos données. Vous allez cliquer sur le bouton Add et vous pouvez ajouter différents types de targets. Du NFS, du SMB, du S3, du stockage JSCSI et de la baie Data Domain. Donc comme on le disait, nous, historiquement, on a beaucoup d'NFS et de SMB. Et on est très fiers d'avoir aujourd'hui cette intégration Data Domain qui est une vraie intégration. Ce n'est pas quelque chose où on va vous dire, vous devez déployer un plugin Data Domain sur votre instance et merci de suivre telle procédure pour que ça marche. Vous devez installer une sorte de proxy. Voilà. Non, c'est natif. Chaque mise à jour d'IQ vient avec des mises à jour du plugin Data Domain, avec du tuning pour le plugin Data Domain. Vous n'avez rien à gérer à part cliquer sur le bouton Data Domain. Et une fois que vous avez cliqué sur le bouton Data Domain, vous cliquez sur Suivre. Là, vous allez pouvoir nommer votre data domain. Donc, moi, je vais l'appeler DD1, par exemple. Je vais dire combien de tâches peuvent tourner en parallèle sur cette data domain. Est-ce que je vais stocker des backups ou des archives? Chez IQ, on fait une différence. Les backups vont sur un volume, les archives sur un autre volume. Ça peut être physiquement sur la même baie de disque, mais on va quand même les séparer en termes de volume logique d'un point de vue IQ. Ensuite, on retourne dans de la terminologie data domain. Alors, quel sera mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, mon storage unit, et on va parler d'authentification. C'est quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'avec Data Domain, on a cette capacité de mettre de la double authentification, du two-web authentication, ce qui veut dire que votre communication est vraiment chiffrée de bout en bout entre IQ et le stockage. On va également pouvoir définir le niveau de chiffrement qu'on veut mettre en place avec Data Domain. IQ va régler tout seul la taille des blocs qu'il faut envoyer sur la baie Data Domain. IQ va régler tout seul les paramètres de multithreading à mettre en place pour écrire sur la data domain afin de vous garantir les meilleures performances possibles. Si votre storage unit il a été configuré avec du retention log pour avoir de l'immuabilité sur votre data domain, et bien très simplement, quand votre data domain va être ajouté, vous allez avoir un petit cadenas qui va apparaître côté IQ pour dire attention, les données écrites sur ce stockage sont immuables et donc je ne peux pas les supprimer simplement. Donc, on a fait la base du travail, on a ajouté nos machines virtuelles qui vont nous permettre d'avoir une vue sur l'ensemble des VM. Donc ça, c'est en ajoutant les sources. Ça va également nous permettre de voir les volumes groupes. Donc si sur votre environnement Nutanix, vous utilisez des volumes groupes, typiquement pour des quorums, pour des applications du type Nutanix Database as a Service, qui est supporté par IQ, pour des applications de type container, avec le CSI driver de Nutanix,
Eh ben, tout ça, nous, on va être capable de le détecter et de le backuper de façon native. On va également backuper dans le même endroit, je le disais tout à l'heure, la partie Nutanix Files, la partie PowerScale de Dell. Donc PowerScale de Dell, c'est bien parce qu'on va être capable de gérer du monozone comme du multizone. Donc si votre B PowerScale a été découpé par entité, par service, par business unit, je ne sais guère, nous, on va être capable, en tout cas, de détecter chaque zone et de backuper chaque zone indépendamment les unes des autres. Et ça, en mode API. Là où beaucoup d'outils de sauvegarde, dès le moment où c'est du multizone, ils vont dire, nous, on sait faire que du SMB classique parce que c'est compliqué de parler avec l'API de la zone 1, puis de la zone 2, puis de la zone 3. Donc ça, on le fait en Nutanix et on le fait également en Dell, très simplement. Donc vous avez ajouté vos sources, vous avez l'ensemble de vos sources qui sont listées. Quand vous avez une nouvelle VM, un nouveau volume groupe ou un nouveau share qui est créé, IQ va le détecter dans les 15 minutes et ça pourra être automatiquement ajouté à une politique de sauvegarde. Si on parle de politique de sauvegarde, ça, c'est l'une des choses qui a fait notre force au travers des 6 dernières années, c'est comment on va gérer les backups côté IQ. Côté IQ, vous créez des politiques. Vous ne créez pas des jobs de sauvegarde. Une politique, c'est un besoin. Ce besoin, c'est j'ai des VM de prod, j'ai des VM de développement, des VM de qualité. Mes VM de prod, je vais les garder pendant un mois, plus un backup par mois, plus un backup par an. Mes VM de dev pendant 14 jours et mes VM de qualité que pendant 30 jours. Trois besoins différents, trois politiques de sauvegarde différentes. Je ne vais pas faire des politiques de sauvegarde parce que j'ai plus de 20 VM dans une politique, je dois faire une nouvelle politique, parce que j'ai d'un côté du Windows, d'un côté du Linux. Non, ça n'existe pas dans IQ. On a des politiques de sauvegarde qui sont orientées besoin business. Votre business, quand il décide d'introduire une nouvelle application, il ne se dit pas est-ce que c'est du Windows ou du Linux sur comment va tourner mon nouveau CRM. Il se dit juste j'ai un nouveau CRM et sur ce CRM, j'ai besoin de pouvoir restaurer les données sur 30 jours plus un backup par mois. Après, comment ça tourne niveau système, ça ne l'intéresse pas. Et bien nous, ça va être notre philosophie. Résultat, vous allez créer des politiques. En général, chez les clients, on a 3, 4 politiques, plus sur des clients de gamme enterprise. On a souvent une politique par défaut. La politique par défaut va permettre soit d'exclure toute nouvelle machine virtuelle détectée, ou bien d'ajouter toute nouvelle machine virtuelle détectée à une politique de sauvegarde, ce qui permet de dire, on fait des nouvelles VM et on est sûr qu'on n'a pas oublié de les protéger, ces nouvelles VM, très simplement. Si je veux faire une politique, c'est assez simple, je vais cliquer sur New et puis je vais activer des options. Et donc, au travers d'un seul panneau, je vais pouvoir définir l'ensemble de mes options pour la protection de ma VM. Donc, je vais pouvoir définir mon RPO, donc encore une fois, orienté à SLA, donc quelle est ma fréquence de backup? Moi, je veux un backup une fois par jour. Mon RTO, en combien de temps souhaitez-vous pouvoir restaurer votre donnée? On souhaiterait pouvoir restaurer la donnée en moins de 12 heures. À partir de là, IQ va faire le nécessaire pour vous dire si c'est possible ou pas de restaurer la donnée en moins de 12 heures. On ne va pas faire de miracle. On ne va pas changer votre B de disque classique en B full flash. Par contre, on va vous dire il est possible ou il n'est pas possible de restaurer en 12 heures votre donnée. Et donc, vous serez informé par rapport à la compliance. Je refais allusion au tableau de bord de IQ tout à l'heure, où je n'avais pas une bonne compliance. Typiquement, c'est peut-être parce que je suis trop lent en restauration sur mon environnement de démo. Ensuite, je vais définir ma durée de rétention de mes sauvegardes. Je vais définir comment est-ce que je refais une sauvegarde full, soit quand j'ai atteint un taux de changement ou après un certain nombre de backups, donc une full et au bout de 14 backups, je refais une incrémentale. Et finalement, je vais envoyer mes backups vers mes data domaines. Je vais dire que je veux que mes backups ne tournent que le soir entre 20h et 6h. Et je vais pouvoir faire une copie de mes backups. Alors, soit on va laisser data domaine. Moi, c'est l'option que je préfère. Gérer de la copie interdomaine, interdata domaine, si on a deux B data domaines. Donc, je fais de la copie sur ma B data domaine primaire et ma data domaine va répliquer vers la deuxième. Ou bien, on va dire que c'est IQ qui pilote la copie. Et donc là, IQ, lui, va pouvoir piloter une copie soit homogène, data domaine vers data domaine, ou une copie hétérogène. Imaginons que vous avez un stockage data domaine en primaire et que vous avez un stockage ECX 500, par exemple, de Dell en secondaire ou un stockage S3 de Dell en secondaire, on va pouvoir dire, IQ, tu écris sur data domaine en première et tu écris sur le stockage de protocoles différents en secondaire. Donc, typiquement, moi, je vais pouvoir dire, je vais envoyer une copie sur mon stockage ou également dans le cloud, je vais envoyer une copie dans Azure. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Ou dans Azure, vous pouvez avoir une data domaine VE, et donc vous allez écrire votre backup sur votre data domaine primaire,
Dans Azure, vous allez mettre une data domain VE, Virtual Edition, et vous allez faire de la réplication inter-data domain qui va vous permettre de réduire encore une fois l'impression du stockage dans Azure. Donc, une DDVE va vous consommer moins qu'un blob Azure. Donc après, je peux avoir des règles d'archivage pour respecter tout ce qui est politique de rétention longue, backup mensuel, backup annuel, par exemple. Et je vais avoir une option qu'on est aujourd'hui les seuls à proposer depuis maintenant plus de 7 ans, qui est la Fast Restore. La Fast Restore, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de valoriser le snapshot sur un environnement HCI. Donc sur un environnement HCI, Nutanix, VxRail, on va faire un snapshot, on va faire un backup et on va donner une durée de vie à ce snapshot. On va dire, ce snapshot-là, il faut lui donner une durée de vie de 4 jours. Résultat, si jamais vous avez besoin de restaurer votre serveur Exchange, votre serveur Oracle, votre serveur de fichiers qui fait potentiellement plusieurs terabytes, eh ben, avant de restaurer depuis la baie de disque, quel que soit le modèle de baie de disque, nous, on va vérifier si on a du snapshot. Et si on a du snapshot, on va restaurer depuis ce snapshot. Résultat, mon serveur Oracle qui fait potentiellement 2 voire 3 terabytes, je vais juste restaurer les métadatas. Et en moins de 3 minutes, il sera de retour en ligne et restauré. Donc ça nous permet de gérer l'urgence. Ça nous permet simplement de cloner également des machines virtuelles parce que j'ai besoin de faire un test, parce que j'ai besoin de comparer de la donnée. Donc on va pouvoir cloner très rapidement des machines virtuelles. Et si jamais vous avez besoin de restaurer votre VM il y a 5 jours, par exemple, ben, on estime que ce n'est pas critique parce que vous avez défini la fast restore qu'à 4 jours. Et à partir de là, vous allez restaurer à la vitesse de votre bit disque X ou Y ou à la vitesse du cloud, selon ce que vous avez choisi comme source pour la restauration. Le backup from replica, encore une option dont on est fier, qui existe chez AQ depuis 7 ans maintenant. Ça permet de répliquer un site distant en s'appuyant sur sa réplication Nutanix. Alors, on a initié cette option il y a maintenant 7 ans avec les protection domain de Nutanix. Sur Nutanix, maintenant, on va de plus en plus utiliser ce qu'on appelle les protection policy. Avec Q, on est content parce qu'on est compatible avec les 4 niveaux d'API de Nutanix, donc avec les protection policy. Et donc, on va vous apporter ce support. Ce support, il est très simple, je vais essayer de le schématiser. Vous avez un cluster à Paris, vous avez un cluster à Marseille. Le cluster de Marseille réplique sa donnée sur le cluster de Paris. Donc, j'ai Nutanix qui a fait tout le travail pour moi. Je vais juste installer un IQ à Paris. Mon IQ qui est à Paris va pouvoir backuper les données de Paris ainsi que les réplicas de Marseille. Je n'ai pas besoin de retraverser l'autoroute pour aller chercher la donnée. Je n'ai pas besoin de consommer de bandes passantes supplémentaires. Je n'ai pas besoin d'avoir de latence pour backuper ma donnée distante. Donc ça, c'est une option qu'on a beaucoup dans le monde du retail, qu'on a beaucoup chez des clients qui ont des clusters éloignés avec potentiellement des soucis de bande passante et qui ne veulent pas monter leur bande passante juste pour faire du backup. On dit, c'est pas grave, vous avez déjà mis de la réplication Nutanix. Nous, on va s'appuyer là-dessus, on va le valoriser, on va le backuper. Dernière option qu'on a sur la partie auto-assignement. Donc sur la partie auto-assignement, vous allez pouvoir utiliser des tags. Donc les tags, vous allez les mettre dans Prism Central, vous allez les mettre dans VMware. Et donc, c'est comme pour Nutanix Flow, hein, si on devait comparer. Et donc, on va détecter ces tags. Et par rapport à ces tags, on va être capable de faire de l'assignement automatique de politique. Donc, quand l'admin système va répondre à une demande de création de machines virtuelles, il va mettre le tag backup égale prod, par exemple. Nous, on va détecter ce tag et on sait qu'il faut assigner la machine virtuelle à telle ou telle politique. Donc ça, c'est pour la création des politiques. En général, c'est là-dessus qu'on travaille avec vous pour bien définir quels sont vos besoins, quels sont vos SLA. Par rapport à ça, on va vous proposer des politiques. Par rapport à ça, on va travailler avec nos amis de Dell. On va faire un sizing ensemble. Dell va estimer qu'il faut une B-Data Domain de X terabytes, pétabytes, selon votre besoin, selon les politiques de sauvegarde qu'on aura définies ensemble. Et ensuite, on peut avancer très simplement. J'ai effectué mes politiques. Mes politiques vont soit s'assigner manuellement ou de façon automatique sur mes machines virtuelles. Si je décide de l'assigner manuellement, c'est assez simple, hein. Je prends une VM n'importe laquelle. Si je prends celle-ci parce qu'elle est en exclude, celle-ci, je fais un set policy, je mets une politique, mon backup, il démarre. Je ne me pose pas de questions sur le système d'exploitation à ce niveau-là. C'est juste, OK, je veux backuper, je backup. Là, j'ai autorisé à tourner en 24/24 moi sauvegarde. Du coup, le backup, il a démarré tout de suite. J'ai juste à faire un double-clic. J'ai l'ensemble des tâches qui sont listées. Je vais avoir un rapport qui va être généré en temps réel, qui va me reprendre la volumétrie, le taux de performance, le taux de compression, s'il y a de la compression qui est gérée, ce côté IQ. Tout ça, vous allez avoir les informations très simplement. On peut recevoir ce rapport
par email, bien évidemment, il suffit de créer des notifications. On peut recevoir des notifications par email de tout type. On a énormément de catégories dans IQ, mais on peut également recevoir des notifications par webhook. Donc, si vous voulez recevoir vos alertes sur Teams, sur Slack, ou même dans ServiceNow, on est capable d'envoyer directement les alertes via des webhooks dans des outils externes un peu plus modernes que l'email. L'email, c'est bien, mais l'email, ça finit souvent dans une règle, et puis cette règle, on oublie de la regarder au bout de quelques temps. Si on continue sur la même philosophie, hein, je rappelle, côté IQ, ce qui est également intéressant, c'est la vue de vos informations. Donc, vous allez pouvoir exploiter des rapports, soit des rapports existants, ou bien vous allez pouvoir créer vos propres rapports côté IQ. Donc, je peux créer mes rapports de sauvegarde sur 24 heures. Très simplement, il suffit d'aller éditer, de glisser des colonnes et de scheduler la réception de son rapport pour le recevoir. On va s'intéresser quand même à l'autre côté de l'histoire. Comment est-ce qu'on fait de la restauration? Depuis tout à l'heure, on parle de backup. Je propose de parler un petit peu de restauration. La restauration, c'est tout aussi simple. Vous allez sélectionner votre machine virtuelle sur laquelle vous avez mis une politique de sauvegarde. Alors, je précise, on a plein de filtres qui peuvent être utilisés sur la gauche dans IQ pour faire de la recherche rapide d'éléments quand on a plusieurs centaines de VM. C'est très intéressant. Donc là, je prends ma VM, je sais tout de suite si j'ai du backup, si j'ai de la copie, si j'ai de la fast restore. Donc la fast restore, ça va s'appeler Snap. Si j'ai fait une archive pour de la rétention longue, je vais avoir une information. Là, je sais que j'ai une archive weekly, je pourrais avoir une monthly, une yearly. Donc moi, je prends mon point qui m'intéresse et là, je vais pouvoir faire de la restauration. La restauration, encore une fois, ça va fonctionner exactement de la même façon que vous ayez du Windows ou que vous ayez du Linux. Vous allez pouvoir restaurer du fichier, vous allez pouvoir restaurer du dossier, du disque, de la machine virtuelle, très simplement. Il suffit juste de patienter quelques secondes, que IQ monte le backup, vous le présente, et à partir de là, vous faites votre restauration très simplement. Donc moi, imaginons que là, c'est une VM Linux, je veux restaurer le répertoire /etc. J'ai juste à le sélectionner et hop là, c'est là qu'on a cliqué. Et donc, je peux soit télécharger ma sélection directement sur mon poste de travail. J'ai un zip qui est généré et ce zip, je le récupère sur mon poste de travail. Je peux restaurer vers un partage NFS ou SMB. Donc, on me demande une copie d'un fichier, ok, je l'envoie sur un partage, l'utilisateur il se débrouille. Ou bien je peux restaurer dans la machine virtuelle ou dans une autre machine virtuelle. Pour faire ça, on n'a pas besoin d'agent. On a juste besoin d'un compte de service qui va nous permettre de restaurer à l'intérieur de la machine virtuelle. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et le compte de service n'est pas obligatoire pour les tâches de sauvegarde, je précise. À un niveau supplémentaire, on va pouvoir faire de la restauration, soit au niveau disque. Donc, je peux restaurer du disque. Donc, j'écrase le disque. J'ai que mon disque système qui a été corrompu par une mise à jour Windows. Je vais juste écraser le disque système. Je peux copier un disque d'une VMA vers une VMB, de ma prod vers ma dev, par exemple. Donc là, je prends mon disque et je dis que mon disque, je vais aller l'attacher sur une autre VM, très simplement. Ou bien, je peux faire de l'export de disque. Finalement, en termes d'options, on va également pouvoir travailler au niveau des VM, faire de la restore de VM. Là, il ne me propose pas de la restaurer parce qu'il y a un backup qui est en cours. C'est pour ça que c'est grisé. Je peux faire du clone de VM. Sur le même cluster, sur un autre cluster, avec le même VLAN, avec le même CPU, où je change tous ces paramètres. Et je peux faire un test de restauration. Test de restauration, soit à la demande. Donc, je vais dire, s'il te plaît, IQ, fais-moi un test de restauration. Il va faire le test de restauration. Et à la fin du test, il va détruire la VM. Ou bien, je peux planifier des tests de restauration dans IQ également, hein. Vous avez besoin, pour vos auditeurs, de prouver que vous faites des tests de restauration. Eh bien, on va dire qu'une fois par semaine, on fait des tests de restauration. Ça nous amène à un autre point qui est assez intéressant, c'est quand on parle de restauration, on ne va pas restaurer que du fichier, on ne va pas restaurer que du disque, que de la VM. On va également avoir besoin, dans certains cas, de restaurer des applications. Donc, on peut restaurer les applications de type base de données, de type serveur Exchange. Ça, c'est des choses qu'on va également prendre en compte nativement dans IQ et sans ajout. Il existe encore un niveau supérieur en termes de restauration. Donc, c'est le disaster recovery. Comment ça se passe un disaster recovery de notre solution? Et là, je vais revenir un petit peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec Dell. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir vos backups sur une target, n'importe laquelle. Donc, la VMIQ, vous devez la sauvegarder comme n'importe quelle autre VM. Dès le moment où vous avez respecté cette étape, vous allez pouvoir faire un disaster recovery. Comment ça se passe, un disaster recovery? Vous allez déployer un nouveau contrôleur IQ. Sur ce nouveau contrôleur IQ, vous aurez un bouton import. On va cliquer sur le bouton import, on va se reconnecter à notre data domaine,
Et à partir de là, on va pouvoir faire notre disaster recovery. Donc la partie cyber recovery de Dell qui permet d'avoir une data domaine dans un environnement RGP qui va pooler la donnée pour pouvoir faire demain un disaster recovery, ça, on est 100% compatible. La deuxième partie sur laquelle on est en train de parler avec Abdel, qui est en cours de travail et de validation, qui est la partie CyberSense. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver dans les prochains mois où on pourra en plus vous dire si votre donnée elle est bonne, si elle est altérée, si elle n'est pas altérée, et ainsi de suite. Donc IQ dans les grandes lignes, c'est ça, hein, c'est la capacité de restaurer à différents niveaux, c'est la capacité de très simplement faire un disaster recovery sur la même architecture ou sur une autre architecture tant qu'on a notre stockage. C'est également la capacité d'avoir une roadmap agressive en termes de suivi de produits et de fonctionnalités. Donc, nous, on a un focus à être le plus proche possible de Nutanix, par exemple. Donc, Nutanix sort souvent des nouvelles versions. On se doit de suivre ces nouvelles versions pour ne pas bloquer nos utilisateurs dans leur chemin de mise à jour. Donc, aujourd'hui, typiquement, on supporte déjà Nutanix 6.10, on est sur la validation de Nutanix 7.0. Et point très important, on a la philosophie du one-click upgrade. Donc, si vous avez une nouvelle version de IQ qui est disponible, c'est une procédure de mise à jour qui prend environ 10 minutes. Vous appliquez cette mise à jour sur votre système. On n'est pas obligé d'avoir accès à Internet pour faire cette mise à jour. Ça peut être fait dans un environnement 100% isolé, n'ayant pas accès à Internet. Je le précise. Voilà. Dernier point sur lequel j'insisterai, c'est la sécurité d'accès sur IQ. Je l'ai précisé, on peut avoir différents niveaux d'authentification, de l'Active Directory, de l'Entra ID, du Google, de l'Okta. Vous allez aussi pouvoir séparer les permissions de vos collaborateurs. Un collaborateur, il peut être admin, backup, restore, viewer, et il peut soit avoir accès à l'intégralité des VM, ou, par exemple, moi je fais partie de 2 groupes d'utilisateurs différents, ou avoir accès qu'à une partie de l'infrastructure. Donc, on est capable, au travers d'une seule console, de séparer les accès de nos différents collaborateurs et également séparer les niveaux de permission. Donc, très simple à mettre en place. On va pouvoir travailler avec vous sur des scénarios d'implémentation, sur des scénarios de sizing. Et l'idée, c'est toujours d'aller au plus simple. Xavier, est-ce que tu peux très rapidement nous rappeler le modèle de licensing de IQ? Euh, comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce qu'on travaille? Alors, c'est assez simple, hein. Enfin, c'est même très simple, on va dire, hein. Aujourd'hui, en fait, on va travailler au nombre de cœurs par rapport à la source qu'on veut backuper. Donc, je vais prendre un exemple, hein. Je vais prendre un exemple d'un cluster de 5 nœuds avec 10 processeurs et ça correspond à 196 corps. Et ben, on va licencier ça au corps de façon en mode souscription annuelle ou triannuelle qui permet globalement de pouvoir avoir l'ensemble des VM qui sont en version illimitée. Donc, on choisit un modèle au cœur et on a autant de VM disponibles dans la source qui vont être backupés par la solution. C'est un premier choix de modèle. Le deuxième modèle serait être à la VM. Ça peut correspondre à des besoins de clients qui ont très peu de machines virtuelles sur leur cluster. Donc, c'est plus intéressant et donc il y a le choix aujourd'hui de pouvoir backuper soit à la VM, soit au cœur. On va avoir une partie terabyte qui va être considérée pour la partie files quand le client utilise cette option-là. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver au niveau de la partie on-premise. Je répondais en même temps, tout à l'heure, on a posé une question sur le AirCloud. Alors, AirCloud, souvent, c'est associé au monde SaaS, c'est l'image qu'on en a. Donc, pour rappel, toutes les solutions SaaS qu'on va couvrir seront à l'utilisateur. Et pour ceux qui utilisent IQ dans un mode cloud, ça sera la volumétrie. La petite nouveauté qui arrive sur AirCloud, c'est une bonne transition. C'est également partie des annonces qu'il y a eu. Donc, AirCloud, quand ça a été mis en place, il y avait uniquement capacité de sauvegarder sur des hyperscalers. Donc, on pouvait sauvegarder la donnée que sur du Google, de l'Azure, de la AWS. Et maintenant, on peut également sauvegarder sur du S3 de Dell. Et de plus en plus, on va ouvrir aux technologies de Dell pour sauvegarder du AirCloud. Donc, d'un point de vue licence, côté IQ, ça va rien changer. Par contre, c'est une question qu'on avait de la part de certains de nos clients de dire, je veux sauvegarder mon environnement public vers mon infrastructure on-premise. Donc ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on est capable de travailler avec Dell pour vous proposer des solutions de sauvegarde de vos environnements publics vers un environnement on-premise. Typiquement, si vous avez du Confluence, par exemple, ou autre chose. Voilà. Bah, c'est parfait pour moi.
Je crois que tu as répondu. Merci Christophe. Ouais. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez d'autres questions? Je pense qu'on a répondu déjà à quelques-unes dans le chat. Qu'est-ce qu'on a oublié? Non, je n'ai pas l'impression. Si vous avez des questions que vous voulez poser à l'oral ou de nouveau dans le chat, allez-y, vous avez quelques minutes devant vous avant qu'on puisse clore la session. Bon, moi, j'aurais une petite question pour Abdel. Abdel, est-ce que tu peux très simplement nous rappeler quelle est la taille minimum d'une data domaine en mode physique et en mode DDVE? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi bien en mini, en maxi? Euh, Si tu as des fourchettes, je serais preneur. Globalement, on a plusieurs modèles. Donc, l'entrée de gamme qui est à 6400 pour la référence. Et tu peux commencer. Et après, ça, c'est la partie physique. Abdel, je suis désolé, ça a coupé quand tu as parlé. Il y a une coupure de son. D'accord. Donc, je disais 8 terabytes de souvenirs. Euh, et après, ça peut monter à 192. Mais après, c'est par palier. Ça, c'est le premier point. La deuxième partie, c'est la partie que tu as nommée tout à l'heure qui est intéressante, c'est dans le cloud. On a une très très belle, on a la même partie, la partie logicielle du data domain qui s'appelle le DDoS, qui est déployable et qui existe sur tous les hyperscalers depuis un bout de temps. Beaucoup de clients l'utilisent, qui s'appelle le Data Domain Virtual Edition. L'intérêt de cette solution, c'est qu'elle permet d'avoir le DD Boost, la déduplication et de faire des économies dans le cloud de tout ce qui est protection des données. Donc ça, c'est un vrai avantage au lieu de faire des snapshots ou d'envoyer directement une copie qui prend la même capacité par rapport à l'origine, la source, et d'avoir la même chose. Là, on est capable de réduire à hauteur de 80% l'espace de consommation et de faire des économies sur du long terme. Et là aussi, on peut partir, c'est des appliances qu'on peut acheter là par contre au terabyte et on peut monter en incrément et ça peut aller jusqu'à 256 terabytes par, par, par volume logique. Avant déduplication. Ça, c'est la taille utile. Ouais. Okay. Sur les 192 terabytes, tu pourras mettre un pétard. Voilà, parfait. Non, mais c'est juste pour être clair avec tout le monde. Non, c'était intéressant de rappeler ces chiffres parce que dans l'imaginaire de certains data domaines, c'est que pour des grosses volumétries. Mais comme tu dis, on peut commencer en DDVE à 1, 2 Tera, en DD physique à 8, 10 Tera, et pourtant avoir déjà des choses qui sont très intéressantes en termes de calcul et de réduction de volumétrie. Euh, donc on peut vraiment entrer sur du petit comme sur du grand. N'hésitez pas hein, pour vos sizing. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a en fonction plus de la performance. Donc c'est pour ça que tu as très bien nommé au démarrage. Il y a une étude en fonction du besoin du client, les rétentions, la volumétrie, le nombre de copies qu'il veut faire, toutes ces choses-là. C'est des paramètres qui sont intégrés et on sera à même d'orienter la meilleure des solutions. Parce qu'on peut avoir du DDVE qui ne tourne pas que dans le cloud, on fait tourner aussi on-prem. Donc on peut avoir des appliances complètement intégrées. On va mettre le Haiku, le DDVE sur une même machine, un même serveur. Et là, on pourra avoir des disques, on va dire, standards. Et on va quand même avoir toute cette performance, cette sécurité qui sera apportée en one shot pour le marché SMB, c'est ce qu'on propose. Et après, si ça augmente, on est évolutif. Et les licences aussi sont évolutives. Donc, il n'y a pas besoin de tout remettre en cause. On est capable d'accompagner le client dans son cycle d'évolution. Typiquement, on avait travaillé sur un design comme ça ensemble en fin d'année 2024 où chez un client, on a proposé de mettre de l'IQ et du DDVE sur les sites distants. Et le client a un gros data domaine en centrale. Et en fin de compte, le client va répliquer ses DDVE vers le data domaine qui est sur le site central. Ce qui réduit, entre guillemets, le footprint sur les sites distants et qui permet malgré tout de sécuriser et de centraliser les backups de façon très simple. Et surtout en optimisant la bande passante, parce que c'est la DTVE qui réplique. Hein. C'est un peu ce que disait Abdel, au lieu de répliquer 10 terabytes, potentiellement, vous répliquez que 1 terabyte sur votre bande passante. Vous avez également un gain en termes de finances sur votre consommation réseau et autres. Exactement. Et en termes de simplicité, c'est très utilisé dans les environnements OT de centres de production où il y a des machines qui vont produire des choses très importantes. On va avoir un peu de edge, comme j'avais expliqué. On va mettre un serveur. Là, le footprint, il est extrêmement light. La maintenance est très légère. Et pour autant, on va pouvoir récupérer ces informations et avoir de la télémétrie, de la donnée et la capacité de reconstruire si besoin. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. Et pour revenir, donc Nutanix est un élément très important avec ce partenariat, mais les solutions cloud le sont tout autant.
On a énormément de besoins là-dessus et c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler cette année. Est-ce que vous avez des questions maintenant que Christophe a meublé en me posant une question directe? N'hésitez pas. Vous pouvez Je crois qu'on n'a chatter, pas. vous pouvez lever la main, faites une réaction, on peut vous donner la main pour parler, pour avoir évité à taper si vous le souhaitez. On a été Bon, très- Xavier, je te laisse clôturer donc la session. Ouais, je pense qu'on va remercier tout le monde. En tout cas, merci à tous. Abdel, Christophe, merci pour toutes ces explications, Merci à toujours tous. passionnantes. Et puis on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et un très bon week-end. Ah, une petite dernière question quand même, histoire de CyberSense ne fonctionne que sur des BDL. Non, il fonctionne sur d'autres baies. C'est un logiciel, le moteur pour la personne Gérard. Donc, c'est un logiciel machine learning qui va analyser le format natif de sauvegarde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il supporte des solutions de Dell et de non Dell qui sont possibles. Haiku va rentrer dans la famille cette année sur la lecture des formats qui sont générés par le logiciel Haiku. Il n'y a pas de dépendance sur l'appliance pour pouvoir le faire tourner. C'est le format qui nous importe de pouvoir supporter. Après, il y a une notion de performance, il y a une étude à faire, mais techniquement, c'est possible. Parfait, bah, merci beaucoup. Donc je vais cette fois-ci conclure de bonne foi. Bonne fin de journée à tous, très bon week-end et merci à tous les participants. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.